Salut à tous, épisode 8 avec Lotto Soudal, cette partie qui n'était pas vraiment prévue au final et qui avait servi au départ de test vis-à-vis des classiques sur PCM 2020 et qui, voilà, ici on va traiter pas mal de choses dans cet épisode, des sujets un peu différents. On va aborder notamment aussi la question du renouvellement de l'équipe, puisqu'il faut se poser des questions, et aussi évidemment démarrer le Tour de France. Alors 1, 2, 3, ça fait modeste, mais en fait vous allez voir, il y a du contenu rien que sur les 3 premières étapes. C'est assez rigolo. On commence par quelques bilans. Je n'avais pas du tout construit ma planification de carrière pour faire autant de choses que ce qui est en train de se passer en fait. Donc c'est pas grave, on s'adapte, hein. C'est rigolo. C'est rigolo aussi de se laisser guider par les envies. Sur le Giro, par exemple, Wellens n'était absolument pas programmé. Et pourtant, il a joué un rôle majeur. Et au final, Simon Yates et Miguel Angel Lopez vont s'en sortir devant Tim Wellens, mais de pas grand-chose. Donc, on aura eu des moments désagréables, comme celui que j'évoque ici. Je ne vais pas tout développer, hein, j'en ai déjà parlé. Mais il y aura eu des moments désagréables, d'autres moments un peu plus glorieux, des moments de stress, parce qu'on se demandait si ce maillot rose pouvait encore rester accroché aux épaules de Tim Wellens. Il y a eu peut-être des opportunités ratées. Moi, je pense par exemple à l'étape 12 et à l'étape 16, sur lesquelles il y a un peu des opportunités gâchées. Vous voyez ici, le soir de l'étape 19, il y a un classement excessivement resserré. Et puis, on aura au final peut-être 2-3 km en trop sur l'étape numéro 20, c'est-à-dire celle de Sestrières, avec le col de l'Aniel, col Aniel, pardon, avec comme ça des difficultés super sympathiques. Et ça se terminera tout ça par un bon vieux contre-la-montre. Bref, ce Giro, il est super intéressant à jouer, déjà. Avec cette équipe, ça a été très excitant. Je regrette absolument rien, tellement ça a été magique à jouer. Je peux que vous le recommander d'essayer de performer sur un Giro avec cette équipe-là. Évidemment, on n'a pas été remporter ce Giro, mais ça me choque pas du tout. Déjà, je trouve que troisième, c'est déjà assez énorme. J'avais pas donc participé aux courses par étapes, World Tour, sauf pour finalement assister à cette blessure qui arrive avant les Ardennaises pour Wellens et qui fait qu'en fait il va sur le Giro derrière alors qu'il devait pas y aller, obligé à revoir un peu la planif à ce moment-là, puisqu'en fait Wellens était prévu plutôt sur le Tour de France, etc. C'est rigolo aussi de devoir s'adapter, hein, honnêtement. C'est assez sympa. Après, en simu, tiens, il y a des petites choses dont j'ai pas forcément toujours parlé. Lopez qui prend la Romandie, Pinot qui a été chercher le Dauphiné. Donc voilà, bah, tout ça paraît très très bien. Après, pour ce qui était de l'objectif principal jusque-là, hormis le Giro et le Tour de France qui va suivre dans pas longtemps, c'était les classiques. Et c'est vrai que dans ce registre-là, cette équipe Lotto Soudal a vraiment été passionnante à jouer. Pour commencer, les monuments, où au final, un audacieux Peter Sagan sur le Tour de Flandre se fait d'abord reprendre, puis tentative de le déposer par John Degenkolb, mais Sagan revient, ça collabore brièvement à deux, et Degenkolb ensuite part une bonne fois pour toutes. Et ça, c'était quand même une victoire qui était allez, pour moi, elle était assez prodigieuse d'aller prendre comme ça la Tour de Flandre avec Degenkolb. Et puis, il y a eu aussi, évidemment, Paris-Roubaix. Paris-Roubaix où Degenkolb pouvait espérer. N'ai-je pas commis une erreur ce jour-là en m'entêtant avec la bonne forme de Degenkolb et la mauvaise de Gilbert? Est-ce qu'il n'y aurait pas fallu peut-être quand même maintenir Philippe Gilbert leader? Parce que Philippe Gilbert a les moyens d'aller lutter avec Van Aert et Van Mark, alors que Degenkolb n'aura jamais réussi à faire le jump. Après, il faut dire que c'était un Paris-Roubaix assez exceptionnel, ça attaque de très loin, les mecs devant arrivent à tenir, il y avait Nassen dans le coup initial, et puis derrière, finalement, ça n'arrive pas à s'organiser pour rentrer, quoi. Donc, c'était assez excitant. La performance, ensuite, sur les deux autres monuments était
pas mauvaise, dans ce sens que Wellens, je juge pas les victoires ou les défaites, hein. Je juge juste le scénario et la manière dont les choses sont gérées par le jeu. Le Milan-San Remo pris par Wellens est relativement propre sur ce plan-là. On n'est pas si loin de quelque chose qu'on pourrait éventuellement imaginer. Après, le Liège-Bastogne-Liège a été relativement surprenant. Moi, j'aurais attendu quelques coureurs qui ne se sont pas montrés aux avant-postes. Et puis, ça part à 4 comme ça, voilà, en toute fin de Roche au Faucon. Ça part à 4. Et après, c'est compliqué parce que Karl Friedrich Hagen, c'était déjà beau qu'il en soit là. Euh, je pensais, à la limite, je vais être franc, je pensais faire quatrième, et puis au final, c'est troisième parce que on a l'ami Lutsenko qui craque un petit peu. Il a été trop généreux dans ce qui a précédé. Voilà, donc évidemment, on pourrait dire ouais, c'est nul, tu gagnes trop et tout ça. Je pense qu'il y a eu aussi une bonne part de réussite, quoi, hein. Le GPE 3 et Gant-Wevelgem sont pris par opportunisme. Donc c'est pas non plus genre on écrase tout. C'est juste qu'en fait Degenkolb était probablement intouchable parce qu'il y a eu une circonstance de course qui a fait que quoi. Voilà. Donc à méditer pour la suite. Est-ce qu'il va falloir réellement se renforcer ou est-ce qu'on peut y aller finalement dans la continuité relative de tout ça? Vous voyez ici Philippe Gilbert qui prend l'Amstel. Celle-là, j'en suis assez heureux parce que déjà Philippe Gilbert sur l'Amstel, ça a du sens, ça a de la résonance. Battre Van Avermaet comme ça, c'était pas évident. Et puis surtout, on était un peu déshabillé à ce moment-là par l'absence de Wellens, hein, qui se sentira d'ailleurs bien plus fortement sur la flèche wallonne où la tentative d'échapper de Philippe Gilbert n'aboutira pas. Il aura été repris, après c'est Adam Yates qui va terminer le boulot. Gilbert faisant 4, ce qui n'est pas déshonorant non plus. Mais évidemment, ces trois courses-là étaient, enfin surtout les deux dernières, Liège et Flèche Wallonne, étaient quand même davantage pour l'ami Wellens que pour Gilbert, hein, voilà. Donc voilà, je l'ai déjà dit. Après, il y a la question de qui est-ce qu'on prend, comment est-ce qu'on s'organise par rapport à la suite, quel sens donner à cette partie, etc. Je vous avais montré que certains profils m'intéressaient beaucoup. J'ai pris le contact avec pas mal de coureurs, ceux que je veux prolonger, et trois coureurs qui m'intéressent fortement. Je vais en reparler un petit peu plus loin de ça. Je vais en reparler un petit peu plus loin. On va faire la transition avec un objectif sponsor que j'ai joué nécessairement parce que je me suis pris au jeu et que en fait on est de manière assez chanceuse, encore une fois, on est sur un sans faute au niveau des objectifs sponsors. Donc j'aimerais essayer d'aller au bout et essayer de faire le 15 sur 15 dans l'année, ce qui m'est pas souvent arrivé au final de faire 15 sur 15 au niveau des objectifs sponsors. Et là, il est dans les cordes. Du coup, je veux pas laisser au hasard l'idée de remplir le truc. Surtout que top 3 sur le Tour de Belgique, pour quelqu'un comme Tim Wellens, même s'il était en forme défavorable sur le prologue, c'est très très gérable. Parce que Tour de Belgique est un type de tour en 2HC comme ça qui se joue à quelques secondes près. Ça se joue presque sur les bonifications en fait. Et Wellens est typiquement le genre de coureur capable d'arracher quelques arrivées, je le crois, en tout cas par habitude un peu de Pro Cycling Manager. Et c'est pour ça qu'en fait, je vais bâtir mon train pour Tim Wellens à l'étape 2, en me disant qu'il y a peut-être quelque chose à récupérer au niveau de la bonif, hein, qu'il y a quand même 10 secondes de bonification à aller chercher. Et là, pam, oui, Tim Wellens va prendre devant Tim Merlier cette étape, donc c'est cool. Matteo Trentin, mine de rien, on le reverra aussi sur ce Tour de Belgique. Il y a Remco qui est présent, Julien Alaphilippe également, vous l'avez peut-être déjà aperçu. Et puis en plus, c'est quelque chose qui ressemble quelque part au Tour du Benelux, hein. Vous me direz, on va pas changer la réalité géographique de la Belgique et de ses pays environnants. Par exemple, je pense au Benelux, hein, c'est pour ça. On va pas la changer radicalement et assister à des, à des cols de 20 km, hein.
c'est normal qu'on ait des profils qui se ressemblent, avec petit prologue. Alors, un coup, ça va être un TTT pour le Benelux, on y assiste parfois. Là, en l'occurrence, il n'y en a pas hein, sur ce Tour de Belgique. Il y avait juste un petit prologue qu'on a vu juste avant. Et après, des étapes qui se jouent à 3 fois rien, hein, en fait. Hein. On perçoit Remco ici qui résiste pas mal sur les pavés. Pourtant, on fait un petit peu l'effort en cette fin d'étape 3. Là, à ce stade, je sais que si Wellens va gratter une bonification, même si c'est une deuxième ou troisième place, il peut s'emparer du maillot de leader. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à le défendre. Et donc voilà, ça m'a bien plu. Vous voyez, c'est Nitz Solo qui va s'imposer ici devant Merlier et Wellens. Voilà. Donc la bonif est prise. On s'empare du maillot de leader devant Remco, devant Merlier également. Nicolas Mas, c'est pas mal finalement. Il est en bonne forme sur ce Tour de Belgique. Il est sous pique parce qu'il a subi une longue blessure. Nicolas Mas, genre a été blessé au moins 3-4 mois, je crois. Ce qui fait que j'ai pas pu l'aligner là où je le souhaitais. Et du coup, il se retrouve avec son pic totalement décalé, etc. C'est des choses qui arrivent quand il y a des grosses blessures. Il y a eu des gens qui n'ont pas eu de chance sur cette étape 4. C'est d'abord Remco Evenepoel, puisqu'il y avait une chute là, vous voyez, je vous montre au kilomètre 55, chute de Remco. Après, reconnaissez-vous ces images? C'est la Redoute, hein, voilà, pour préciser. Donc il y a Côte de la Redoute au passage. Il y a des super endroits en fait sur ce Tour de Belgique. Il y a des petits moments très très excitants à jouer. On reconnaît. C'est le deuxième passage dans la Redoute là, par exemple. Il y a comme ça des petites choses assez excitantes. Voilà. Julien Alaphilippe aussi lâché, c'est pas normal. Mais là encore, vous voyez, c'est parce qu'il a chuté le pauvre. Donc, De Koning Quickstep, qui est un peu l'opposant principal hein, de Lotto Soudal quand il s'agit d'une suprématie belge, quoi. Lotto Soudal n'a pas été victime de chute, là où De Koning Quickstep l'a été. On aperçoit Stevie qui essaie de poursuivre Lutsenko, après il va être repris. Et donc on va essayer d'y aller sur le final, puisque nous on n'a pas été trop touché par la malchance en course. Et par contre voilà, De Koning Quickstep abandonne peut-être ses espoirs. Et non, regardez, Remco Evenepoel qui se réveille et qui en place une. En fait il a réussi à rentrer, et après il s'est bien refait la cerise. Et derrière, moi je panique un peu. Allez voilà, j'aurais dû rester avec je sais plus qui était avec moi et Evenepoel quoi. Et du coup, bon, on va se faire un peu déposer sur celle-là. Ça va être une victoire de Matteo Trentin. Encore Merlier qui est bien placé. Ça va jouer un rôle après. Vous allez voir. Et Wallens qui fait 3. Je pense que celle-là, il fallait la prendre. En fait, c'était un petit peu un mal joué de ma part. En voulant pas faire pause. J'ai pas très bien joué le coup sur la toute fin. Voilà. Ensuite, étape 5, donc il y a un faible écart au classement à ce stade-là pour Wellens par rapport à Merlier. Ce qui veut dire, en fait, si on imagine un scénario où Merlier, qui je crois est à 5 secondes, l'emporte au sprint, ce qui est tout à fait réalisable, hein, eh bien à ce moment-là, Wellens doit absolument être deuxième. Sans cela, il perd le Tour de Belgique sur la 5e étape. Donc on va finalement se concentrer sur quoi en toute fin de course? Sur la roue de Tim Merlier. Voilà. C'est tout ce que je vais faire. Je vais laisser tomber. On envoie masse, mais c'est pas vraiment le but de gagner l'étape. Voilà, ça va être gagné par De Bussel et un ancien de la maison. Et voilà, surtout, ce qui compte, c'est qu'on a gardé la roue de Merlier, qui n'a pas été en mesure de faire une différence quelconque par rapport à Wellens. Victoire finale donc sur ce Tour de Belgique. En fait, j'ai éclaté un petit peu mes équipes entre Belgique, Dauphiné et Suisse, en sachant qu'il me fallait quand même quelqu'un capable de gagner en Belgique, vu l'objectif du sponsor. Parce que quand on me dit top 3, j'essaye quand même de gagner a priori. Et vous voyez là, voilà, c'est réalisable. Le 15 sur 15, il est envisageable en fait. On peut y arriver. Et c'est pour ça que je me suis attelé à jouer. On jouera aussi les championnats de Belgique juste après. Mais en fait, la question du moment, c'est plutôt en rapport avec le recrutement. Alors, je me suis amusé, entre guillemets, à me poser la question du renouvellement et de est-ce qu'on doit ouvrir l'équipe à devenir compétitif sur Grand Tour ou pas. Et il
il y aurait un moyen d'être très compétitif, ce serait de taper un immense coup et d'aller chercher un gros coureur. Vous voyez, on a une marge qui est à définir, mais on va faire le calcul très brièvement. 666 000, lol, alors que 159 sont déjà engagés. Ça veut dire qu'il va rester un petit peu plus de 500 000 euros pour prolonger et recruter. C'est beaucoup 500 000 euros à répartir. Sachant que Gilbert, sachant que Degenkolb, sachant que Thomas de Ghent, notamment, mais aussi Karl Friedrich Hagen, pour ne citer que lui, vont demander de l'argent. Gilbert, vous voyez, son salaire, il est énorme. Donc ça m'étonnerait qu'il baisse considérablement. Surtout qu'il n'a pas subi de régression à ce stade-là. Thomas de Ghent est aussi quelqu'un qui peut aspirer à un très très gros salaire. Pour ce qui est de Tim Wellens, qu'il faut aussi également prolonger, il se pourrait qu'après ce Giro et quelques victoires, il soit plus gourmand, c'est sûr même. Il va pas demander 44 000 euros. Hein. Et pour John Degenkolb, à voir, mais à 31 ans finalement, il y a encore des possibilités. Il a énormément gagné, ne va-t-il pas se montrer un peu plus gourmand? Voilà. Donc des petites interrogations. Moi j'avais contacté Dylan Tuns, Maximilian Schachmann et Lorenz De Plus, je vous en avais déjà parlé. Le prix de Schachmann est en train d'augmenter parce qu'il doit être courtisé. Le jeu vous fait ça parfois, hein, c'est assez amusant. De toute façon, je me demande à ce stade-là si il ne faudrait pas carrément aller sur Julien Alaphilippe, qui est en fin de contrat et à qui on pourrait promettre de gagner un Tour de France, par exemple, ou aller sinon sur quelqu'un qui, dans un scénario hypothétique, mais qui n'est pas du tout réaliste, hein, puisque Thibaut Pinot a prolongé à la Groupama FDJ, hein, mais pourrait dire voilà, je suis saoulé, je laisse la place à Godu et je vais tenter ma chance ailleurs, à l'étranger, parce que je gagne pas de grand tour à voir pour Thibaut Pinot. Puis sinon, il y a la situation inverse, c'est Godu est bouché par Pinot et il se voit contraint de partir. C'est pas du tout un scénario réaliste hein, pour moi, hein. Mais c'est juste des petites hypothèses comme ça. J'ai fait voter, je vous en parlerai à la toute fin. J'ai fait voter sur le Discord et il y a des petites tendances déjà qui apparaissent au bout de 4 jours de vote, environ 3-4 jours de vote. Donc je vous dirai tout ça à la fin de l'épisode. L'objectif suivant, mais en tout cas, il y a quand même une vraie nécessité de renouvellement chez Lotto Soudal parce que Gilbert ne sera pas éternel, Degenkolb non plus. Thomas de Ghent, c'est Thomas de Ghent. On ne peut pas prendre quelqu'un dans le registre de Thomas de Ghent qui soit au même niveau, parce que ça n'existe pas, il n'y en a qu'un au monde. Mais il va falloir réfléchir à comment dépenser l'argent en vérité. Est-ce qu'on donne une autre orientation à l'équipe ou est-ce qu'on reste sur le concept Lotto Soudal qui est classique et victoire d'étape sur les grands tours. Et finalement, on va pas trop se mêler du reste. Donc on joue pas le général, ou alors en tout cas on le joue, mais pas de manière affichée avec un gros grimpeur. Voilà. C'est toute la question, c'est un peu le choix qu'on a devant nous quand on a cette équipe. C'est une équipe qui est très excitante au final, parce que je vous ai déjà présenté le cas de la Movistar, pour laquelle il fallait un rajeunissement des cadres. Il a été fait, c'est plutôt en bonne voie. Je vous ai déjà montré le début de Trek, mais Trek va durer très longtemps. Trek n'en est qu'aux prémices, mais il faudra aussi se poser les questions des renouvellements par rapport à Trek Segafredo. Qu'est-ce qu'on donne aussi là encore comme orientation pour succéder à Mollema, à Porte, à Nibali aussi un jour. Bon, ça c'est des vraies questions. Et chez Lotto Soudal, j'ai envie de dire, c'est presque encore pire. Parce que, est-ce que vous avez des mecs très prometteurs là dans l'équipe? Non, il n'y en a pas. Donc la problématique, elle est encore plus compliquée chez Lotto Soudal. Et en plus, c'est des petites contraintes de territoire. Il y a la question d'est-ce qu'on veut respecter l'identité de l'équipe ou est-ce qu'on s'autorise à passer un cap finalement en se disant après tout, puisque De Koenig Quickstep a quelqu'un comme Remco Evenepoel en fer de lance, est-ce que la Lotto Soudal un jour ne pourrait pas non plus avoir un gros coureur belge comme ça, jeune, qui émerge et qui peut, ou belge ou pas d'ailleurs, hein, peut être allemand également. Euh, voilà, à voir. Mais en tout cas, tout est possible. Hein. Tout est possible. C'est une histoire d'opportunité, encore une fois. Vous avez vu que les opportunités, on est en train d'essayer de se les créer sur la fin de ce championnat national de Belgique. On est en train d'essayer de provoquer un petit peu les choses.
Wellens qui part, c'est un leurre évidemment. Hein. Vous avez remarqué, vu les formes du jour, je joue pour Thomas de Ghent, bien évidemment. Donc ça veut dire, si l'échappée elle part avec Wellens et que derrière ça réagit pas assez, on verra. Hein, on sera toujours à même d'essayer de jouer le coup entre Van Avermaet et Wellens, par exemple. Mais c'est pas du tout le projet qu'il y a derrière. Un projet caché, c'est, regardez ici, à gauche, quelqu'un va essayer de contre-attaquer. Alors c'est toujours amusant parce que les contre-attaques ou les attaques de Thomas de Ghent ne sont pas franches du tout parce qu'il n'a pas une très bonne note d'accélération en fait. Et du coup, c'est des accélérations qui sont suivies sans trop de difficultés par les très bons coureurs. Il va falloir inventer autre chose. Peut-être juste se dire qu'il faut remettre le truc là et voilà, réattaquer en se disant que si un trou de 10 secondes est fait, qui va le boucher, etc. Vous voyez le raisonnement habituel. Et c'est donc ce que je me suis attelé à faire, cette partie un peu plus calme en fait du circuit, mais qui est quand même légèrement vallonnée. Qui va prendre la poursuite? Qui va la prendre? On voit Tige Benoît qui s'emploie, mais pas suffisamment, il a peut-être pas envie de se brûler. Et derrière, ça collabore pas suffisamment. Et voilà, on est sur le scénario classique de quelqu'un qui profite d'une attaque placée au bon moment, entre guillemets, après avoir harcelé, fatigué un petit peu les leaders, et puis surtout derrière, ça ne s'organise pas suffisamment, et Thomas de Ghent vogue vers un joli maillot tricolore belge euh, de champion donc national. Voilà. C'est donc une petite victoire. Allez, c'est une victoire euh, clin d'œil. Elle est affective celle-là. Hein. Donner ce maillot à Thomas de Ghent, c'est un petit coup de cœur en passant. Voilà. Donc à partir de là, on approche du Tour de France, hein, sans les douter. Et puis, ce Tour de France, on nous demande juste une victoire d'étape. On est à 13 sur 15 à ce stade-là. Je vais quand même essayer à la fois de booster le pic de certains en leur offrant un mini bonus, pas énorme, hein, sur 5 jours de stage, ça fait pas beaucoup. Puis aussi en essayant de bénéficier d'une meilleure forme du jour pour les premières étapes, pour mon équipe qui va sur le Tour de France. Voilà, on va aller au stage à Barcelonnette, histoire de se donner des moyens comme ça. Vous voyez, j'avais jamais fait de stage jusque-là encore, je m'en étais pas spécialement servi, je m'en servirai hein, dans d'autres équipes. Et on se projette comme ça vers ce Tour de France. Tour de France sur lequel je pense que le moyen d'exister pour cette équipe Lotto Soudal, je parle dans le jeu là, hein, je parle dans le jeu. Vous savez, j'ai essayé de ressembler, j'ai dit ressembler, il y a deux différences flagrantes par rapport à l'équipe qui est annoncée IRL pour Lotto Soudal, mais j'ai essayé de ressembler un petit peu à celle qui va être alignée, tout en tenant compte également de mes préparations et des formes des uns et des autres. Ce Tour de France, moi, il m'excite énormément. Je parle pas spécialement avec le Tour Soudal, là pour le coup c'est général. Tour de France 2020 est un Tour de France que j'attends peut-être plus que d'autres années, dans ce sens que son profil général, le profil des étapes, me paraît excessivement propice à de très très gros moments de sport, de cyclisme. Et je pense qu'on pourrait se régaler, malheureusement c'est en septembre pour la plus grande partie. Donc on va tous devoir reprendre soit le boulot, soit les cours pour ceux qui vont en cours. C'est un peu regrettable, mais donc voilà, moi j'annonce, je me mettrai le tour quoi qu'il arrive. Voilà, quitte à le comme un comme un gros voleur avec mon iPhone direct en loose day, mais il n'y a pas de raison de rater ce Tour de France parce qu'il va être exceptionnel. Et je crois que pour ce qui concerne l'Auto Soudal, là dans la partie, euh, il faut espérer quoi? Il faut espérer, premièrement, vous avez vu Degenkolb, il a raflé le maillot de champion d'Allemagne au passage. C'est pas moi qui l'ai fait. Ça a été simulé par le jeu. Ma foi, on a plutôt de la chance. Ça donne la couleur à l'équipe un peu. Je pense que on peut exister. En tout cas, c'est l'objectif que je me suis fixé moi par un top 10 pour Tim Wellens. Et honnêtement, si c'est top 10 déjà, je serais heureux. Parce que le top 5 me semble mais complètement inenvisageable par manque de soutien aussi dans l'équipe. Et
ça me semble pas. Vous voyez, tiens, ici une chute malheureuse pour notamment Tish Benoît et Julien Lafilippe sur l'étape d'Anne Martinez aussi. Sur l'étape 1 qui pour moi est intéressante déjà, même si elle est promise aux sprinters, mais elle est très intéressante. Si je montre ça, c'est parce qu'on a évoqué ensemble la question vous savez, des mecs qui chutent et le peloton qui roule. Ben là, je peux vous assurer qu'il n'y a personne qui a roulé, hein. Moi, je me suis mis à rouler une fois que les mecs étaient rentrés, parce que virtuellement, je préfère être fair play. Et, et sinon, bah, ça roulait pas en fait pendant que Benoît et Alaphilippe étaient lâchés. Sûrement qu'ils n'ont pas été considérés par le jeu comme des favoris à la victoire finale, c'est ce qui est pas non plus très illogique, hein, du reste. Donc exister avec un top 10 pour Wellens, déjà rien que ça va être dur. Et essayer d'aller gagner des étapes, c'est tout, hein. Et après, moi, je me suis fixé un tout petit objectif supplémentaire, c'est peut-être d'essayer le maillot à poids pour Thomas de Ghent. Voilà. C'est les 3 choses que je me suis mise en tête. Euh, tout ce qui sera au-delà sera bonus exceptionnel. Vous voyez que par exemple ici, je n'ai pas le sprint n'a pas été amené pour moi de la bonne manière. C'est Pascal Ackermann, mais s'il vous plaît, Pascal Ackermann lancé par Peter Sagan qui prend cette étape. Donc c'est bon, c'était à Sagan qui lance Ackermann. C'est presque imbattable avec les notes du sprinter allemand. Donc étape 1 sur laquelle je dirais que s'il y a du vent, on peut imaginer dans PCM faire un petit coup de bordure. On peut le faire. Là, c'était pas le cas. J'avais pas trop la config pour. Je suis en observation. Et c'est pour ça aussi que les étapes sont résumées de manière assez longue. C'est parce qu'il y a beaucoup de choses à dire pour moi sur ce Tour de France et sur ces premières étapes notamment. Vous verrez que j'aurais tendance peut-être à faire des résumés un peu plus longs que dans d'autres situations sur ce Tour de France, parce que aussi la stratégie de course du côté de l'Auto Soudal, elle commande une chose, c'est de se mêler aux échappées. Si on ne se mêle pas aux échappées avec l'équipe Lotto Soudal qui n'a, pour ainsi dire, aucun vrai objectif de classement général, hein. Si on se mêle pas aux échappées, on n'a rien compris, quoi. Et sur Pro Cycling Manager, c'est sûr que si vous faites x8 et vous avez Egan Bernal et vous vous contentez de contrôler dans l'avant-dernier col ou d'accélérer à un moment donné, mais sans vous casser le bol, ça va très très vite une étape. Mais là, quand on voit Thomas de Ghent en échappée, qui déjà va devoir se battre sur tous les GPM, lol, hein, hashtag Christophe Furios, je lui ai mis Steph Kras pour arriver à ce que De Ghent tienne plus longtemps, tout simplement. Parce que honnêtement, avec De Ghent, il n'y a rien d'impossible. Il n'y a rien d'impossible avec ce type-là. Il est capable, vous voyez, accélération de crasse, j'ai pas envie de subir un sprint. Je pense que De Ghent est totalement capable d'aller loin sur des étapes comme celle-là. Alors peut-être pas sur l'étape 2, on verra. Peut-être pas sur l'étape 2, parce qu'elle est trop proche du début et que les équipes de favoris risquent de rien lâcher parce que rien n'est fait au général et que De Ghent a 79 d'overall dans le jeu, ce qui veut dire qu'il peut représenter une forme de menace virtuelle alors qu'en fait pas du tout, hein. Pour l'IA, je ne sais pas, mais en tout cas c'est quelque chose que je me suis déjà demandé. Qui représentait réellement une menace pour l'IA et qu'est-ce qui déclenchait le fait de s'opposer au fait que quelqu'un parte? Visiblement ils l'ont laissé partir, mais ils vont pas le laisser prendre de l'avance. Ce qui se conçoit aussi, puisqu'il y a des équipes qui veulent la victoire d'étape. Donc là-dessus, zéro souci. Vous avez vu qui va aux commandes là? Intéressant. On est donc sur cette étape 2 hein, du Tour de France, avec le col de la Couillol, Colmienne, je sais plus. En premier, par contre, derrière le Turini. Donc c'est marrant parce que c'est typiquement des cols qu'on a vus sur Paris-Nice au cours des 2 dernières années. Turini c'était 2019, Colmiane c'est 2020, hein, il est arrivé là, hein. Et puis après, la fin d'étape, elle est très type étape 8 Paris-Nice, vous voyez, étape 8 classique, hein, Paris-Nice, pas le contre-la-montre Col d'Aise. Et, et donc c'est un peu un panaché d'une étape 7 virtuelle, ou une double étape 7 et une étape 8 de Paris-Nice, qui cite De Ghent après être parti tout seul,
malheureusement doit abandonner ses ambitions. Abandonner. Comment ça abandonner? Est-ce que Thomas de Gendt est quelqu'un qui abandonne? Non, on va retenter. Ineos nous a roulé dessus, ça a beaucoup collaboré et il ne s'agissait pas de laisser De Gendt trop prendre de champ. Et là, il le laisse repartir, du coup j'en profite pour aller chercher les points. Parce que je veux stocker un maximum de points. Ces étapes-là sont très rémunératrices, puisque si vous passez premier à la Colmiane et premier au Turini, prenez déjà 2 fois 10 points, ça vous installe en tête du truc, et après il y a, peut-être on verra après suivant l'issue de l'étape, hein. Si De Gendt prend beaucoup de retard au général, après il aura le feu vert pour sortir dès lors qu'il y aura des étapes, donc on va pouvoir échapper Thomas De Gendt, mais tant qu'on veut en quelque sorte. Vous voyez par exemple Tim Wellens, lui, je le maintiens dans le groupe des favoris. Favoris qui d'ailleurs ne sont plus bien nombreux dans ce groupe-là. Thomas De Gendt, il résiste, hein. Il est vraiment exceptionnel, hein. Il résiste, il a gardé comme ça plus de 2 minutes, un très long moment. Le tout en fait c'est de se demander à quel moment est-ce que derrière ça va mettre en route. Parce qu'il reste encore Kwiatkowski. J'ai vu que du côté de la Sunweb ça a l'air de jouer le coup pour Michael Matthews au sprint, ce qui n'est pas aberrant du tout. C'est même très logique. Il y a aussi la présence de certains sprinters qu'on va évoquer juste après. Donc, pour ce qui est de Thomas de Gendt, vous voyez, l'avance commence un petit peu à baisser parce que Deceuninck Quick-Step et Sunweb ont décidé notamment d'accélérer. Vous voyez ici, c'est amusant. Un Boransgro qui remonte Pascal Ackermann qui est encore là. Franchement, grosse forme pour le Pascalou, hein. Il est en grosse forme sur ce début de Tour de France. Pour ses victoires de la veille et la présence à ce stade-là de la course à l'avant. Ouais, pour De Gendt, c'est terminé, hein. C'est trop dur. Ineos a attaqué a accéléré, pardon, trop durement pour que le malheureux Thomas De Gendt, valeureux aussi surtout, puisse s'opposer à quoi que ce soit. Vous voyez, je me méfie ici d'un départ. On voit Arkea qui fait rouler. Est-ce pour Warren Barguil? C'est une vraie possibilité. Warren Barguil très fort. Ces étapes-là, vous voyez chez Ineos, Thomas, Froome, on l'a aperçu juste avant, mais aussi Bernal. Et alors la petite cerise sur le gâteau, c'est Carapace. Carapace qui sera pas là, hein, en réalité. Mais Ineos, ils ont vraiment aligné une équipe de malades, quoi. Ils ont presque une équipe proche de la réalité. S'il n'y avait pas Carapace, en tout cas, ce serait le cas. Et puisque bon, on connaît pas encore, moi, au stade où je parle, je connais pas encore les 8 coureurs Ineos, hein. Il y en a une liste de 10 qui a été sortie, avec Tao Geoghegan-Hart, avec Sivakov, avec Castroviejo, etc. Alors Castroviejo, il est là, par exemple. Mais il y en a certains qui sont pas présents. Euh, on se retrouve donc sur ce que je vous disais tout à l'heure, une espèce de finale de Paris-Nice, étape 8 surtout, pardon. Et ouais, c'est assez excitant en fait. C'est assez excitant d'avoir comme ça cette fin de course. Vous voyez, je me suis fait redescendre avec Tim Wellens parce qu'il fallait ravitailler. Et oui, quand t'as pas de soutien dans le groupe à l'avant, t'es obligé d'aller ravitailler toi-même. Du coup, après, il faut remonter. Ce qui n'est jamais très confortable. J'aurais préféré envoyer quelqu'un. Tiens, Warren Barguil. Warren Barguil qui passe à l'offensive avec notamment l'ami Bardet. Non loin de lui, derrière évidemment ça réagit, hein. Parce que Jumbo Visma est présent, est bel et bien présent. Je dirais pas de surprise. Le jeu a bien fait les choses. Tom Dumoulin est là. Primoz Roglic est là. Et Kruijswijk aussi. Et surtout, regardez, on tente notre Vatou dans la descente vers Nice, où l'arrivée va se jouer sur la prom, hein. Vers Nice, Wellens tente le tout pour le tout avec sa belle note de descente. Est-ce qu'il serait possible d'aller comme un filou? C'est des attardés, hein, que vous voyez avec Tim Wellens, voilà. Hop, il a failli y avoir une collision virtuelle. Et on n'est pas loin, on peut essayer de la prendre celle-là. Il y a quelqu'un qui est sorti derrière, c'est Warren Barguil. Est-ce qu'il va arriver à reprendre? Oh là là, l'accélération de Barguil. Elle est phénoménale cette accélération de Barguil pour aller déposer le malheureux Tim Wellens. Oh là là, que c'est cruel, que c'est cruel. Et Michael Woods qui vient prendre une jolie troisième place devant Julien Lafilippe, quatrième, etc. On voit Bernal qui termine top 10. Il est bel et bien là, le bougre. Et voilà, les meilleurs sont là. L'équilibre Jumbo Visma Ineos,
semble bien établi. Les deux équipes sont très fortes. On pourrait assister en spectateur privilégié à une lutte entre les deux équipes. Après, moi, mon favori, pas le favori de cœur, hein. Favori de cœur, pour ma part, ce serait plutôt Primoz Roglic. J'aime beaucoup ce coureur. Mais après, je parle entre les deux équipes, bien sûr, hein, sinon c'est Thibaut Pinot, comme peut-être un certain nombre d'entre nous, ou pas d'ailleurs, on verra. Mais je dirais que Bernal semble intouchable. Voilà. Moi, je vois mal Bernal se faire décramponner là, sur PCM, sur ce tour-là. Avec sa note de montagne, je pense qu'en dernier lieu, c'est lui qui aura le dernier mot, quoi. Il aura le dernier mot sur tout un tas de situations. Alors là, c'est la séquence Van Hooijdonk qui va gratter des points pour le classement de la montagne. Donc moi, je me contente de prendre la roue. J'ai aucune possibilité avec De Gent, hormis lâcher Van Hooijdonk, mais c'est la seule possibilité. Sinon, j'ai aucune possibilité de rivaliser au sprint pur, comme ça, sur une accélération sur terrain comme ça montagneux. Donc aucun problème. On prend les points de deuxième. De toute façon, il y a des gens qui se battent derrière pour prendre les autres points. Mais De Gent, on joue sur la durée. Hein. On joue pas là. C'est pas grave de se faire déposer sur 2 sprints. Hein. Et surtout, voilà, le troisième, là, GPM du jour, on va se l'assurer en lâchant Van Hooijdonk, en lui disant bye bye. Non, Tim Wellens va aller prendre ses points assez tranquillement. Thomas De Gent, pardon, va aller prendre ses points assez facilement et sans contestation. Voilà. Après la question, vous avez vu l'écart, il est assez énorme. Hein. C'est une étape qui a priori est dévolue aux sprinters, hein. Même si elle pourrait voir un baroudeur l'emporter sur un groupe de baroudeurs, vous voyez, qui est déjà des gens qui ont pris mais totalement la marée sur l'étape 2 et qui se sont même relevés, hein, on peut le dire, hein, parce que c'est souvent comme ça que ça se passe. Les mecs se relèvent pour avoir le droit de partir à l'étape 3, quoi. C'est pas du tout inenvisageable ici. Une chute. J'ai eu peur. J'ai cru que le Tour de France était déshabillé quand j'ai vu Soler, Roglic notamment, ne pas repartir. Et ouais, c'est ce qui va arriver à Arnaud Démare, le pauvre. Arnaud Démare ne repart pas. Donc premier abandon de renom, je dirais, sur ce Tour de France là avec Lotto Soudal. Thomas De Gent continue son petit bonhomme de chemin. Lui, tant qu'on le laisse, alors j'essaie de gérer la barre parce qu'évidemment il y a peu de phases de récupération hein, sur toute cette étape hein, quand on regarde. Ça terminera en plus par du replat. Le replat, c'est très mauvais parce que vous avez un peloton derrière en mode extrême qui va vous rouler dessus comme c'est même pas permis. Et pendant ce temps-là, votre pauvre coureur devant, il va voir ses barres ne cesser de décroître quoi. Donc je vais voir. Est-ce qu'il y a un moment où Thomas De Gent peut quand même emporter la décision en maintenant un certain effort? Mais en tout cas, il va falloir se débrouiller tout seul. Donc, c'est pas gagné, mais loin s'en faut, quoi. C'est pas gagné du tout. Voilà, donc on continue. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça passionnant parce que dès lors qu'on s'échappe comme ça assez systématiquement avec un coureur comme Thomas De Gent, les étapes, elles prennent une autre tournure. Bien sûr que derrière, j'ai des solutions de repli. Je pense à John Degenkolb pour un sprint éventuel de costaud. Je pense également à Tim Wellens au cas où la vitesse de Tim Wellens ferait la différence sur un peloton de favoris relativement fatigué. Donc des options, on en a. Mais le tout est de voir quand même jusqu'à quand est-ce que Thomas De Gent peut. Vous voyez ici par exemple, c'est un moment où j'y ai cru. Là, j'ai cru, là, à mort. Parce que je me suis dit, tiens, ça s'arrête de rouler. Puis t'as Bora Hansgrohe qui remet une couche, là. Là, ça sent pas bon, là. Là, ça sent vraiment pas bon pour Thomas De Gent, qui, a priori, va se faire reprendre. Alors, du coup, je me prépare avec Yellow Wallace, et on va envisager le deuxième scénario, hein. C'est-à-dire Wallace, qui roule bien, pour Van der Sande, et derrière plutôt le punch de Tim Wellens. On va tenter le coup en tout cas pour essayer de voir. Hein, voilà, c'est le projet. Et regardez, ça va être dur. Ackermann qui revient. Ackermann qui revient, mais ça ne suffira pas. Tim Wellens s'impose ici sur cette étape 3. Donc ça fait assez plaisir de la prendre celle-là à 6 tours. Hein, donc parfait.
On la prend. Le maillot reste sur les épaules de Warren Barguil. Et la suite, bah, sûrement que je vous la proposerai. En vérité, je la proposerai très prochainement. Avec une étape 4, déjà, Sommet, Orsières, Merlette, etc., etc. Tour de France très excitant. Je vais vous donner un petit résultat pour le moment intermédiaire sur le Discord. C'est Dylan Tuns finalement qui emporte les votes à l'heure actuelle. Vous pouvez aller voter, il n'y a pas de problème dans la rubrique sondage. Le lien du Discord est dans la description en sous-titre de la vidéo. Dylan Tuns l'emporte devant Thibaut Pinot à ce stade-là. Ça fait 3 jours que ça vote à peu près. Évidemment, ça aura évolué d'ici à ce que la vidéo soit publiée, c'est-à-dire le demain par rapport au moment où je vous parle là. Donc à voir. Voilà. Je vous dis à plus, portez-vous bien et vive le Tour de France. Bye bye.